Dina Amazahou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Lomé et membre du collectif des associations contre l'impunité Togo, CACIT. Absolument. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans votre rapport que j'ai lu, dans votre déclaration que j'ai lue, vous attribuez la paternité de ces allégations de violence à des unités spéciales, vous les nommer, dont la brigade anti-gang, la brigade anti-criminalité, l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie ou encore le groupe d'intervention de la police nationale et des militaires parfois cagoulés. Ils seraient intervenus au quartier ciblé comme à Bay, à Corée-Sewa, à Dakbame, Carrefour de Lyon, Bekpota, à Tikpodi. Pouvez-vous donner plus de détails par rapport à ces choses, à la nature de la violence et comment elles ont été connectées? En effet, après les événements du 6, 25, 26 et 27, le monitoring des manifestations tel qu'il est mis en place par le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, a relevé effectivement dans certains quartiers et à l'actif de certaines sections de la police ou de la gendarmerie des actes qui peuvent se qualifier en torture, en traitement inhumain et dégradant, et même en assassinat, en perte de vie humaine, puisqu'on a retrouvé beaucoup de cadavres, environ 7, on va revenir au décompte de ce jour, à la suite de ces événements-là, de ces manifestations, qui a priori étaient censées être pacifiques. Donc, sur ce qui concerne le détail des actions, il sera difficile de le faire sur ce plateau, parce que les choses se sont passées dans les quartiers où il y avait des membres du CACIT, des agents du CACIT, bien vêtus, avec leur gilet CACIT, parce que le CACIT a l'autorisation au Togo pour suivre les manifestations, monitorer les manifestations. Donc, ils sont là, sur le lieu de la manifestation, ce n'est pas des on-dit. Donc, sur chaque cas, on peut ressortir le dossier et sortir le détail de toutes les informations que vous souhaitez. Mais tout ce qui a été mis dans la déclaration du groupe d'intervention judiciaire est avéré et vérifié. Vous pouvez en être sûr. D'accord. Alors, vous évoquez aussi la présence dans ces zones de milices armées, non identifiées, tolérées par des agents de forces de l'ordre de sécurité. Comment savez-vous qu'ils sont tolérés par les forces de l'ordre? Ils agissent à visage découvert, ils ne s'y cachent pas, ils ne s'en cachent pas. Et puis, ils sont dans des véhicules, une voiture, a priori, c'est quelque chose d'assez visible. Quand une voiture de laquelle descend 2-3 personnes, cagoulées ou non, avec un fusil, des matraques, bref, des instruments qu'on voit généralement entre les mains des forces de l'ordre, forcément c'est des milices, parce que s'ils étaient en uniforme, ils auraient été bien identifiés comme appartenant au groupe d'intervention de la police ou à l'unité spéciale de gendarmerie, etc. Mais ils sont en tenue civile, en jean et t-shirt comme tout le monde, mais ils ont armes à la main, ils ont des cordelettes, ils ont des matraques. Ça, c'est ce qu'on appelle des milices. Et ils ne sont pas seulement vus par la population. Les forces de l'ordre qui sont chargées d'encadrer ou de mettre fin à la manifestation les voient sur les lieux de manifestation et voient les exactions qu'ils posent. La moto qui a été brûlée, par exemple, tout le monde a vu sur la vidéo qui l'a fait. Ce n'étaient pas des officiers de police judiciaire ou des officiers de l'armée. C'était des gens qui étaient en civil, mais qui ont poursuivi le monsieur. J'ai appris plus tard même que c'est quelqu'un que je pouvais connaître. Il avait expliqué que ce jour-là, il avait transporté quelqu'un, c'est un Zémidjan qui avait transporté quelqu'un dans le quartier. Et puis malheureusement pour eux, après avoir descendu la personne, on a commencé par avoir des courses-poursuites. Lui aussi s'est mis à courir et lui, il a été poursuivi. À un moment donné, il a constaté qu'il était effectivement poursuivi, il a lâché la moto, il a filé dans une maison. La suite, tout le monde a vu dans les vidéos. Donc on ne peut pas dire que c'est des choses que la police n'a pas vues, alors que la police était là, c'est elle qui poursuivait les gens pour les disperser sur leur lieu de manifestation ou sur leur lieu de regroupement. Et à la suite, tout le monde voit ce qui se passe. On ne peut donc pas dire qu'ils ne sont pas visibles. Et s'ils le voient et qu'ils n'interviennent pas, alors que ce qu'ils font à ce moment-là, c'est forcément un délit de droit commun. Si c'est un citoyen ordinaire qui se permet de poursuivre un autre, de fracasser comme ça sa moto, d'y mettre le feu, vous conviendrez avec moi que c'est des délits pour lesquels la police aurait dû immédiatement intervenir.
Si les gens n'interviennent pas et que les auteurs de ce genre d'actes remontent gaillardement dans leur voiture et démarrent, qu'est-ce que vous voulez que nous, défenseurs des droits de l'homme, on y pense? Il n'y a personne dans le dos duquel on a mis un écriteau, voilà, moi je suis milicien. Non, c'est l'activité qu'il pose, c'est l'acte qu'il pose au moment où il le pose. En présence des forces de l'ordre qui n'interviennent pas, c'est là où on dit, mais ces gens-là, ils sont certainement connus de ces gens et des forces de l'ordre qui les tolèrent. Sinon, de façon ordinaire, aucun policier ne reste inerte devant de tels actes sans réagir. Alors, vous avez sans doute suivi le ministre des Droits de l'Homme au Togo, M. Adjorovi, qui était sur les antennes de France 24, qui a martelé qu'il n'y a pas de milice au Togo. Il faut apporter les preuves. Est-ce qu'il n'a pas eu souvent de vos rapports, vos déclarations? Je me demande si le ministre lit les rapports de la CNDH, qui est une organisation étatique qui fait des rapports chaque année et qui le dépose probablement à son ministère ou au ministère de la Justice. Ça n'a pas de sens, ce genre de déclarations que nous considérons comme des déclarations purement politiciennes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il vous souvient que le journaliste qui avait reçu Maître Paco Madjourouvi à l'antenne lui a rappelé l'article de Jeune Afrique dans lequel le président de la République lui-même admettait l'existence de milices. Qu'est-ce que lui vient nous raconter? Si son chef reconnaît qu'effectivement il y a des phénomènes comme ça, pourquoi lui peut venir nous demander des preuves avant de l'admettre? Encore que les vidéos qui avaient circulé montraient des gens bien habillés, bien costauds, bien baraqués, qui posaient ce genre d'actes, qui intimidaient les gens, qui allaient jusqu'à brûler des motos et tout ça, allaient frapper des gens dans leur maison, les autres les filmaient. Il ne peut pas venir demander d'autres preuves. Enfin, il n'y a pire aveu que celui qui refuse de voir. Si le président de la République a admis à un moment donné que ce phénomène existe et qu'à ce jour, on voit réapparaître ces mêmes phénomènes, il faut bien reconnaître que les déclarations du ministre sont contraires à la vérité. D'accord. Vous dénoncez également le recours illégal à l'armée déployé sans décret de réquisition formel en violation de la loi numéro 2019/009 relatif à la sécurité intérieure. Vous soutenez cet argument par le fait qu'il n'y a pas de menace grave à l'ordre public avant de justifier ce déploiement. Sauf que pour le gouvernement, il s'agit d'actes terroristes. C'est que les manifestants ont fait preuve d'actes terroristes, d'appel à l'assassinat des autorités, vandalisme, propagande de la haine, entre autres. Alors, ne pensez-vous pas que dans ces conditions-là, si le ministre pense qu'il y a risque d'attentat ou bien de risque terroriste, ne pensez-vous pas que c'est assez logique de déployer l'armée sur le terrain? Deux observations. La première, c'est que l'armée n'intervient pas sur le territoire national sans être formellement requis. C'est ce que nous dénonçons. Il aurait fallu que le président de la République ou le président du Conseil des ministres saisissent le Parlement pour faire constater la situation et à ce moment décréter que l'armée puisse intervenir. Si je prends un exemple pas très loin de chez nous, enfin, relativement loin, mais si proche par les médias, ce qui s'est passé aux États-Unis, vous vous rappelez très bien que le président Trump a dû prendre un décret pour que les militaires, la garde républicaine, comment ça s'appelle, puissent intervenir à Los Angeles. C'est ça, pour que l'armée intervienne de façon formelle sur le territoire national dans une situation de trouble, il faut qu'il soit ordonné. Tant qu'il n'y a pas cette ordonnance-là, ce décret-là, ou cette loi qui habilite le président à faire déployer l'armée, nous dirons forcément que ce déploiement-là est illégal. Ensuite, vous avez dit qu'il y a eu des appels à la haine, mais pas des manifestants. Ceux qui ont appelé à la manifestation, peut-être. Encore qu'il nous faut, je vous retourne donc la balle, rapporter la preuve que l'un de ces blogueurs ou activistes qui ont appelé à la manifestation ont clairement appelé à la haine ou ont posé des actes qui peuvent se qualifier de terrorisme. Sinon, sur le terrain, ce qui a été constaté, c'est que des blogueurs ont appelé à une manifestation, des jeunes ont répondu à cette manifestation en se mettant sur divers lieux. Tantôt c'est chez eux dans leur propre quartier, tantôt c'est sur un lieu de regroupement quelque part. Dites-moi à quel moment ces jeunes qui se sont regroupés ont posé des actes terroristes qui justifient qu'intervienne l'armée. Voilà là où la chose se pose. C'est-à-dire que dans un État républicain, toute chose est ordonnée. Toute chose est ordonnée. Si nous sommes dans une situation, je ne vais même pas aller très loin, pour ce qui se passe dans la savane, c'est très clair qu'il y a eu un décret du président pour dire
on va déployer tel nombre de personnes qui sont des militaires dans telle zone. Ce décret existe. Est-ce qu'on en a parlé pour ce qui concerne les événements de 26, 27, 25, 26 et 27? Non, il n'y en avait pas. Mais le fait qu'il y ait des gens reconnus comme des militaires de fonction dans ce genre de manifestations, en train de réprimer ou en train d'aider à disperser les manifestants, est un recours illégal à l'armée dans le cadre d'une manifestation pacifique. D'accord. Je vais vous citer. Des individus ont été arrêtés sans mandat, souvent la nuit, par des agents cagoulés, sans que les familles soient informées quant au lieu de leur détention. Ce qui constitue, au regard de la jurisprudence du comité contre les disparitions forcées, des disparitions forcées de courte durée. Les conditions de détention signalées étaient inhumaines. Absence d'avocat, refus de soins, promiscuité, humiliation publique. Certains des détenus ont été contraints de signer des documents sans en connaître leur teneur, voire à renoncer à leur droit de manifester sous la menace de poursuite. Là, j'ai juste cité votre déclaration. Ces allégations sont-elles toutes fondées? Absolument. Vous avez bien reconnu la première partie qui concerne l'arrestation et la détention de Amron. Oui. Puis c'est pendant la nuit qu'une cinquantaine de gendarmes sont arrivés. Ils parlent de 21h ou 22h pour l'arrêter devant sa famille alors qu'il était recherché pour rien. Il n'avait pas reçu de convocation. Ça s'est passé également dans certains lieux à Lomé où effectivement des gens après la manif ont été... C'est-à-dire que pendant la manifestation, voici ce qui s'est passé. Certaines personnes ont été immédiatement arrêtées sur les lieux de manifestation ou sur les lieux de regroupement. Mais d'autres personnes ont été identifiées par des gens qui ont aidé la police plus tard à indiquer leur domicile, à indiquer leur adresse pour qu'on puisse les arrêter. C'est ça. Des citoyens? Absolument, des citoyens supposés avoir participé ou avoir apporté de l'aide. Il a même été cité le cas d'une dame qui aurait donné de l'eau ou bien donné de l'argent à des manifestants qui a été arrêtée. Vous comprenez ça? Oui, dans ce genre de situation, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? En réalité, si un acte répréhensible a été posé, ou bien c'est sur le fait que la personne a été arrêtée, ou alors le parquet, dans son enquête, adresse des convocations, ou bien elle soit transmise à une unité de gendarmerie, recherchez telle personne, auditionnez-la, ou faites des actes de poursuite pour ce qui concerne tel acte qu'elle aurait posé. Ce n'est pas le cas. On constate tout simplement que les gens ont été arrêtés. Il faut que les familles commencent par chercher de commissariat en gendarmerie pour enfin découvrir que la personne se trouve à tel endroit. Et même quand vous y arrivez, personnellement, j'ai été refoulé là-bas, c'est la brigade anti, le OSCRIC, qui se trouve sur les pavés d'Agbalepédo là-bas. J'ai été refoulé quand je suis arrivé pour rencontrer mon client, c'est après le 6, le médecin qui avait été interpellé et gardé là-bas. C'est après plusieurs recherches qu'on a compris qu'il était là-bas. Et quand je m'étais rendu sur la demande de l'ordre des médecins du Togo, mais ils ont refusé que je le rencontre. J'ai dû appeler le procureur, mais toute la journée, ils m'ont refusé de le rencontrer. Et c'est seulement dans l'après-midi, je crois le lendemain, qu'ils m'ont autorisé à le rencontrer. Et le jour où je l'ai rencontré, c'était un samedi, on devait immédiatement les déférer quelques heures plus tard devant le procureur de la République. Voilà ce qui est dénoncé là-bas. Si un citoyen commet un acte répréhensible qui est en violation de la loi, la procédure, c'est généralement, si c'est sur les faits, il est arrêté. Mais si c'est après coup, il est convoqué pour être auditionné avant qu'on lui notifie une garde à vue ou un mandat de dépôt pour sa détention préventive en attendant qu'il soit jugé. Quand, en dehors de tout ça, la gendarmerie interpelle des gens, on ne sait pas, on ne dit pas aux parents où est la personne, jusqu'à ce qu'on ne se mette à la rechercher pour la retrouver quelque part. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'un cas de disparition temporaire et parfois ça se prolonge. Parce que, à la suite de toutes ces manifestations, des corps ont été retrouvés à Elavagnon, par exemple. Comment vous pouvez comprendre ça? C'est-à-dire un peu après à Tapamé, je ne sais pas si vous connaissez Elavagnon, oui. Des corps ont été retrouvés là-bas. Ça veut dire que des gens, et qui n'étaient pas reconnus dans le milieu. Ils n'étaient pas connus dans le milieu. Ça veut dire que des gens ont été arrêtés quelque part, on les a traités comme ils savent bien le faire, et comme c'est devenu des cadavres et qu'on ne peut pas le ramener là où on l'a pris pour ne pas se faire voir, on le débat quelque part, et puis bon. C'est des cas de disparition également. Sauf que là, on a retrouvé un cadavre, il faut faire tout le processus pour le reconnaître. Si les gens dans le milieu ne le reconnaissent pas, c'est peut-être
qu'on demande à d'autres communautés de signaler une disparition et d'aller reconnaître ces cadavres-là, ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle, on soit encore à ce niveau. Nous avons pensé que après les années Casabois, Gombio et autres, où c'était, je crois qu'on était au début de la promotion et de la défense des droits de l'homme au Togo, tout était possible. Quand vous êtes entre les mains de la police ou en prison, tout était possible. On pouvait tout vous faire. Mais cette étape est passée il y a très longtemps. Et le président avait dans un discours à juste titre dit « plus jamais ça au Togo ». Donc on ne devrait pas retrouver ce genre de choses dans cette situation. Comment l'expliquez-vous? Non, les vieux démons sont toujours là, ils sont pas partis. Tout ce que vous dites là, ce n'est pas du nouveau pour moi. J'ai vécu au Togo depuis des années. J'allais dire que je suis né au Togo, j'ai toujours habité le Togo. Depuis 1989, où tout a commencé, ce qu'on appelait les troubles sociopolitiques jusqu'au jour d'aujourd'hui, les méthodes n'ont pas changé. Les personnes sont les mêmes, les victimes sont toujours du même côté. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes d'accalmie où, pour des raisons politiques, on se dit, bon, allez, on va mettre la pédale douce. Mais chaque fois que le pouvoir se sent menacé, vous avez vu en 2017 avec le mouvement PNP, mais il s'est passé des choses pas possibles. Vous étiez dans ce pays, vous avez vu. À Goé, Zongo, Toblekope et compagnie, dans la ville de Sokodé, mais c'est des violations inadmissibles des droits de l'homme. Chaque fois que le pouvoir se sent menacé, eh bien, on reprend les mêmes méthodes, puisque ça a toujours marché, que personne ne s'est jamais inquiété. Ça a toujours marché, donc on ne change pas une équipe qui gagne. C'est la même méthode qui permet de réprimer, de continuer par gérer le pouvoir comme ils le font jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Parlons maintenant des morts que nous avons vu dans les lagunes de Baie, 4e lac. Quand j'ai lu ça dans votre déclaration, j'étais un peu sonné. Je vais vous citer. Les 26 et 27 juin à Baie, 3 jeunes qui n'étaient pas armés ne représentaient aucun danger immédiat, poursuivis par les forces de l'ordre, ont sauté dans la lagune de Baie. Selon le témoignage des riverains, l'un d'eux aurait été visé par des tirs des forces de sécurité et retrouvé mort le lendemain. Les 2 autres, qui feraient partie des jeunes, restés immergés par crainte des agents armés postés sur la berge, ont également été retrouvés dans la lagune sans vie. Fin de citation. Est-ce que vous êtes en train d'accuser les forces de l'ordre d'être les auteurs présumés de cette tuerie? Honnêtement, il faut qu'on aille au bout de la procédure. Des autopsies ont été commandées. Je crois que certaines ont été faites par le docteur Agboubli sur ces personnes retrouvées et repêchées dans la lagune. Donc, il faut que les résultats de cette expertise disent finalement de quoi ces gens-là sont morts, s'il y a des traces de balles sur leur corps et autres, pour que définitivement on attribue la paternité de ces actes-là à tel ou tel groupe. Une chose est sûre, le seul groupe au Togo aujourd'hui qui dispose d'une arme à feu dans les manifestations, c'est la force publique. Du coup, si on retrouve des gens dans la lagune avec des impacts, ou bien oui, c'est ça, des impacts de balles, forcément, ça vient d'une arme qui se trouvait sur les lieux de la manifestation au moment où la personne était là-bas. Les jeunes qui s'étaient mis dans le lac et des policiers s'étaient postés sur la berge, ça, tout le monde a vu ça dans les vidéos. Ça a duré des heures et des heures. Si après ces gens-là, on constate que certains parmi eux sont décédés, ce n'est pas compliqué d'aller chercher comment ils sont décédés, puisque la dernière fois qu'on les a vus, ils étaient dans l'eau et la police était sur la berge. Il faut s'assurer à quel moment la police est partie, ou est-ce que finalement on les a chargés pour qu'ils aillent plus loin pour se noyer, ou je ne sais pas, tu vois. Il faut que l'enquête aille jusqu'au bout. Malheureusement, dans notre pays, on dit toujours que des enquêtes sont en cours, mais bon, on n'a jamais vu la fin. Même l'incendie du marché de Lomé, ça fait quoi, plus de 10 ans aujourd'hui. Vous avez vu le résultat de cette enquête-là, de ce procès? Ouais, on est dans un pays où, quand la chose concerne l'État, on a tendance à ne jamais juger, soit par peur, on ne veut pas perdre son poste. Il n'y a pas ce juge-là qui ait suffisamment de courage pour dire tel acte a été posé par tel officier et que donc il doit être sanctionné, puisque lui-même a peur pour son poste. Donc ça va rester comme ça. On dira toujours que des enquêtes sont ouvertes, mais on n'aura jamais de résultats. À ce jour, les enquêtes qui ont été ouvertes en 2005, à la suite des événements, vous avez les résultats de ces enquêtes? Vous avez les poursuites?
Vous avez vu les actes de poursuite des événements de 2005? Donc c'est très facile de monter sur un plateau pour dire les enquêtes sont ouvertes, les enquêtes sont en cours, on attend la suite, en sachant très bien qu'on n'aura jamais de suite de ces genres d'enquêtes. Vous savez que l'enquête ouverte suite au décès de ces jeunes-là ne va pas aboutir? Je ne sais même pas si l'enquête est ouverte. Je sais que des autopsies vont être ordonnées. Le procureur a dit que l'enquête est ouverte contre X. Le procureur, est-ce qu'il est différent du garde des Sceaux ou du ministre des Droits de l'Homme qui parle? Nous sommes tous dans le même système en réalité. Certains agissent pour et d'autres essaient de défendre les victimes de cette même action. Je crois qu'un procureur a été chargé d'instruire l'affaire de l'incendie du marché. Ça, vous n'avez pas oublié, non? On vous a rendu compte? Quelle décision a été rendue après? Après les événements de 2005, on a dit également que des enquêtes étaient ouvertes. Donc, comment voulez-vous que depuis 20 ans, des enquêtes qu'on voit qui ne sont pas fermées, je vais applaudir à deux mains qu'on me dise aujourd'hui que des enquêtes sur les événements de 25, 26, 27 sont ouvertes et donc forcément ça va aboutir à quelque chose. Attendons de voir, attendons de voir. Une chose est sûre, le groupe d'intervention judiciaire est en train de collecter également chacun des éléments individuellement parce qu'on ne fait pas un procès des droits de l'homme collectivement. C'est plutôt rare. C'est vrai qu'il y a des libertés collectives qu'on peut défendre, mais pour le moment, quand nous parlons d'atteinte aux droits humains, nous parlons de violation de la liberté de manifestation, liberté de réunion, liberté d'expression, de l'intégrité physique, donc interdiction de torturer, des pratiques inhumaines dégradantes. Ça touche individuellement des gens. Et il faut que les personnes elles-mêmes finissent par faire le processus en eux et acceptent d'aller devant une juridiction. On ne va pas citer des gens devant une juridiction s'ils ne l'ont pas décidé, s'ils ne l'ont pas voulu. Et une fois qu'ils l'ont voulu, il faut l'accompagnement pour rassembler tous les documents pour pouvoir présenter un procès qui soit à peu près normal pour espérer aboutir à une condamnation, même si on n'est pas sûr que le gouvernement exécutera toutes ces condamnations. D'accord. Vous avez documenté dans votre rapport plus de 21 cas de torture qui sont avérés. Il y a des violations physiques graves, des coups, des flagellations, usage de cordelettes, trempées, ramassage de braises de feu à la main, nue, sur les voies, atteinte à la dignité, mise à nu, empêchement d'aller aux toilettes, détention mixte sans séparation, c'est-à-dire que les femmes et les hommes sont ensemble, violence psychologique, menace d'exécution, isolement, chantage à la libération, souffrance intentionnelle, intensification des douleurs, entre autres. Bref, comment vous avez procédé à avoir toutes ces informations? Les victimes se sont exprimées après. Au niveau du cassette? Oui. Ok. Les victimes se sont exprimées et ont dit dans le détail ce qu'ils ont subi. Donc ça, c'est les propos des victimes et il faut maintenant le soumettre à une juridiction pour attendre la version de l'État. C'est vrai que généralement, ils passent en dénégation parce que les avocats de l'État dans ce genre de procès, ils se contentent de nier les faits pour dire on n'a pas rapporté les preuves, donc ça ne s'est pas passé. Sauf que, par exemple, pour la dame qui a été suffisamment molestée, tout son corps, ses fesses et tout, et qui a été montrée, ça c'est une vérité. Et elle est apparue pour dire c'est mon corps. Vous ne pouvez plus nier ça. Sauf à démontrer que elle était comme ça quand elle est rentrée à l'unité de gendarmerie. Elle était que c'est sa morphologie ordinaire quand elle est rentrée à la gendarmerie et que rien ne s'est passé. Le médecin que moi j'ai défendu, devant l'officier, il a dit qu'on les a vraiment battus. Et il a montré les traces de blessures sur son corps, le bras gauche, le côté, les pieds. C'était très clair, c'était très visible. Il appartient dans ces situations-là à l'unité qui les avait détenus de dire non, ils sont arrivés tels quels, on ne leur a rien fait. Et ça m'étonnerait parce que les personnes ne sont pas mortes, elles sont vivantes. Vous leur avez demandé à l'officier pourquoi des gens, des Togolais détenus? Je vais vous dire comment ça se passe quand vous allez à la gendarmerie pour rencontrer votre client. On vous dit, maître, voilà votre client, vous pouvez parler avec lui. Donc tout ce que vous dites, c'est avec votre client. En présence du gendarme, vous ne posez aucune question au gendarme. Vous n'allez pas lui demander, il dit qu'il vous l'avait, est-ce que vous l'avez battu? Vous n'êtes pas autorisé à poser des questions à un gendarme quand vous allez rencontrer votre client. Toutes les questions, vous les posez à votre client. Et le médecin que moi j'ai assisté après les événements du 6, c'est devant les officiers qu'il a dit qu'il a été bien battu. Et il n'a pas eu d'autre réaction. Il aurait pu dire non, personne ne vous a touché ici. Non, il n'a pas dit. Il s'est tué. Il s'est tué. Et devant le procureur, j'ai répété que ces gens-là ont été battus. Donc, la loi dit, dans le principe, quand il y a allégation de torture,
le procureur suspend la procédure pour laquelle la victime, la personne mise en cause est devant elle et ouvre une enquête sur la torture. Ça n'a jamais été fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous comprenez. Donc ce n'est pas cette déclaration du ministre sur les médias, ce n'est même pas les médias togolais, c'est pour faire bien aux yeux de la diaspora française qu'on va venir nous dire qu'une enquête est ouverte, qu'il faut attendre le résultat. Ok. Est-ce que vous avez, je repose encore la question, quand vous avez collecté toutes ces informations-là, est-ce que vous avez soumis au niveau de l'autorité togolaise? Est-ce qu'ils savent que ces choses-là existent au Togo? Ok. Est-ce qu'ils savent que ça existe? C'est plutôt naïf, une question comme celle-là. Formellement, est-ce que la déclaration a été déposée sur la table, je ne sais pas de qui, du procureur, du ministre? Non, cette déclaration, c'est une déclaration qui a été rendue publique sous l'égide de l'OMCT. Okay. Je suppose que le ministre des Droits de l'Homme ou la CNDH travaillent là-dessus aussi. Mais la CNDH ne peut même pas nier, puisque nous étions ensemble sur le terrain après le 6, où la CNDH elle-même a été empêchée de rencontrer les personnes détenues jusqu'à ce que l'ordre vienne de je ne sais où, pour que le président de la CNDH puisse les rencontrer, mais pas nous. Nous, il a fallu qu'ils finissent de faire leur petite cuisine, qu'on remette les gens bien habillés et tout. Généralement, ils font ça également. Quand vous venez voir quelqu'un qu'ils ont suffisamment molesté, on ne vous l'autorise pas tout de suite. On attend que la personne aille se laver, se rhabiller correctement pour s'asseoir quelque part pour vous attendre. Donc, quand vous venez le voir, il n'est pas dans son état de misère totale qu'il vivait quelques minutes avant votre arrivée. Donc, le président de la CNDH lui-même sait que ces choses-là se sont passées et la CNDH est une institution de l'État. Donc, elle a dû certainement leur rendre compte. En tout cas, quand le président de la CNDH s'est retrouvé à la brigade anti-gang, interdit de rencontrer les gens, il a dû certainement parler au ministre de tutelle, au moins. D'accord? Donc, on peut pas, ce n'est pas notre déclaration qui les informe de l'existence de ce genre de choses, mais ils le savent parce que la CNDH elle-même s'est impliquée à la suite des arrestations des événements du 6, 25, 26 et 27. Donc, a priori, l'État togolais sait, par l'institution qui convient, c'est-à-dire la Commission nationale des droits de l'homme, qui leur dépose des rapports régulièrement sur ces événements. Est-ce que le CACIT aussi dépose des rapports au niveau du ministère? Non, le CACIT, c'est une société, c'est une organisation de la société civile. Okay. Elle ne dépose pas des rapports, sauf si ce rapport doit être discuté dans une instance. C'est-à-dire, le comité contre la torture organise périodiquement, tous les 2 ans normalement, l'examen périodique universel, où les États sont nommés. Ce rapport, si le CACIT fait un rapport qui doit concourir ou bien participer, venir être discuté à l'EPU, ce rapport doit être déposé au gouvernement pour qu'il puisse dire, faire lui-même ses enquêtes pour s'assurer que les faits sont avérés ou non. Mais celui-là n'a pas été déposé au bureau du gouvernement parce que c'est une déclaration de l'OMCT sur les événements qui se sont passés au cours du mois de juin au Togo et qui éventuellement ferait l'objet d'un rapport pour l'examen périodique qui vient. Donc à ce moment, effectivement, ils devront faire eux-mêmes leur recoupement. Et ce n'est pas compliqué à faire, comme je vous le dis. La CNDH était à pied d'œuvre pendant ces manifestations-là, ce que nous félicitons parce que généralement, elles attendent d'être, la CNDH attend d'être requis pour agir. Cette fois, elle était là. Elle était là. Depuis le 6, la CNDH est sur le terrain et a constaté avec nous toutes ces choses-là. Et ça m'étonnerait que le gouvernement ne soit pas informé à ce jour. Alors, est-ce que, je repose encore la question, même si c'est redondant, est-ce que le CACIT a déjà déposé des rapports sur les cas de torture au Togo? Bien sûr. Bien sûr. Tous les examens périodiques qui passent, le CACIT dépose des rapports. D'accord. Je vais vous jouer une vidéo. Oui. Et après, vous allez me dire la suite. Les droits de l'homme au Togo. On va poser la question, oui. Nous travaillons de concert avec la CNDH, Maître Sanvi, qui est un confrère, un ami, avec qui nous échangeons la plupart du temps, ne m'a pas donné le sentiment, n'a pas indexé l'État dans un cas précis de violation des droits de l'homme à ma connaissance. Nous échangeons avec le CACIT. S'il y en a dans la salle, peut venir, on peut en discuter. Lorsqu'il y a des situations un peu incomprises, nous investiguons ensemble.
et nous trouvons des solutions. Je vous renvoie, je l'ai dit la fois dernière aux ambassadeurs, je vous renvoie au rapport, au dernier rapport de la CNDH en ce qui concerne la situation des droits de l'homme au Togo. Vous allez être étonnés, surpris, des allégations qui ont été portées sur la place publique, des gens qui auraient été arrêtés, privés de médecins, privés de médicaments. C'est des allégations. Vous savez, tout simplement, parce que les forces de défense et de sécurité, plus précisément, la cellule d'enquête, ne veut pas demander à ce que ces gens qui ont été en garde à vue puissent faire venir leurs propres médecins pour leur prescrire les médicaments qu'ils ont l'habitude de prendre. Pour que s'il y ait quelque chose, qu'on ne dise pas que ils ont été empoisonnés pendant qu'ils étaient en détention ou en garde à vue. Ça a été expliqué, exploité à des fins pour dire que ces personnes sont arrêtées, sont en cellule, sans médicaments. Le rapport, l'enquête démontre autre chose. Je peux vous donner des exemples dans ce sens-là. Mais je vais me contenter de celui-là. Mais je vous renvoie encore une fois à ce rapport. Alors, je vais vous faire écouter le ministre Adjourvi, ministre des Droits de l'Homme. Vous avez un commentaire à faire? Absolument. Je pense que vous lui donnez trop d'importance. Ah ouais? Absolument. Vous avez l'impression qu'il est convaincu de tout ce qu'il lui-même raconte? Moi, je joue mon rôle. Je suis d'accord avec vous. Mais mon confrère Paco Madjourouvi est arrivé dans ce pays il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Je ne dirais pas qu'il n'est pas informé de la situation du pays en matière de droits de l'homme. Ensuite, il a été député, je crois conseiller du président de la République, et puis finalement, il est ministre des droits de l'homme. Et il se permet de se dire ce genre de choses comme si le Togo était la France où il a été adjoint au maire dans une commune. Non, les choses ne se passent pas comme ça chez nous. Il sait très bien qu'un pouvoir qui s'éternise a toujours des failles sur ces aspects-là. Donc, tout ce qu'il raconte là, peut-être que lui-même peut-être qu'il y croit, peut-être qu'il y croit. Mais moi, je ne suis pas prêt à accorder un seul crédit à tout ce qu'il raconte, puisque, comme je vous l'ai dit, la CNDH est également sur le terrain, comme toutes les organisations de la société civile, puisqu'il faut effectivement que l'État réponde, en tout cas au moins périodiquement, devant le cadre de toutes ces allégations de violation des droits humains. Ensuite, si effectivement tout cela était des mensonges, comment est-ce qu'on en arrive à des condamnations de l'État togolais pratiquement tous les mois? Vous allez en venir bientôt à cela. D'accord. Alors, pratiquement tous les mois, si ce n'est pas avéré. Ou alors il n'est pas... Enfin, il joue un rôle politique. On est à une période de crise où le gouvernement doit pouvoir présenter une bonne mine à l'international pour continuer pas à jouir des prêts dont on ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'on fait finalement. Mais tout ce qu'il dit n'a aucune existence réelle. En tout cas, c'est contraire à ce qui existe, ce qui est réel sur le terrain et pour lequel on se bat depuis des années. Alors, cela m'amène à aborder la dernière partie de notre émission sur les chances d'aboutissement de votre poursuite. Si vous voulez poursuivre les gens, il faudrait quand même que vous ayez des gens qui sont susceptibles d'être poursuivis. Je me dis, peut-être au Togo, déjà, le procureur est plutôt silencieux sur ces cas-là. Comment l'expliquez-vous? Mais je vous l'ai dit dès le départ, hein, ça participe du système. C'est fait ainsi. C'est fait ainsi. On va le faire. Il est conscient, il le fait. Absolument. Absolument. Vous l'accusez? Oui, je l'accuse. Ah ouais. Absolument, je l'accuse parce que moi-même, je lui ai dit qu'on torture des gens. Rien n'a été fait. Rien n'a été dit, rien n'a été fait. Absolument. Quand on devait libérer le médecin Balogou, c'est moi qui ai assisté ce monsieur-là de la gendarmerie jusqu'à ce qu'il ne soit libéré ce soir-là. Je le lui ai dit. Et on s'est retrouvé dans un autre cadre totalement non officiel. J'ai répété la même chose. Rien n'a été fait. Je vous ai dit ici qu'un certain nombre de cas sont monitorés pendant de longues années, hein, et j'ai soumis
beaucoup de requêtes, plus d'une dizaine au ministre de la Sécurité. Aucune réponse n'a jamais été donnée. Donc il ne peut pas dire qu'ils ne savent pas que ce genre de choses se passent. Pendant la période Covid, il y a eu des bavures de la police qui peuvent être qualifiées de torture. Nous avons soumis ça à un ministre de la Sécurité. Il n'a rien dit. Il n'a pas répondu à la requête. Certaines de ces requêtes-là ont fini à la cour de la CEDEAO qui a effectivement condamné l'État togolais à payer des indemnisations et à poursuivre les auteurs de toutes ces violations des droits humains. Mais rien n'a été fait. Aucun paiement n'a été reçu et les poursuites n'ont pas été exercées. Je vais vous dire une chose. Si le gouvernement décide de mettre fin à toutes ces bavures-là pendant les manifestations, c'est très facile de le faire. Puisque les gendarmes, les policiers, les militaires qui sont envoyés sur une manifestation ne sont pas anonymes. Il suffit, comme je vous le disais au départ dans notre échange, qu'ils examinent eux-mêmes les rapports qui sont faits sur la mission qui a été commandée et on sait si on doit sanctionner quelqu'un ou non. OK? C'est faisable. Et ça s'est fait dans ce pays. Il me souvient que quand le ministre Nyamalata, il était ministre de l'administration territoriale ou ministre de la sécurité, je ne me rappelle plus, quand sur une manifestation, des gendarmes ou des policiers ont tiré des grenades lacrymogènes dans la maison de Jean-Pierre Fabre. Ils l'ont poursuivi jusqu'à chez lui, on a tiré des grenades dans la maison. Est-ce que c'est encore ça une manifestation? À l'époque, le ministre l'État avait dit que ces gens-là seront sanctionnés. C'est déjà un bon signal. Je ne peux pas vous dire si effectivement ceux qui avaient posé ces actes-là ont été sanctionnés. Je crois que c'est en 2019 ou en 2017, je ne sais plus, des officiers ont tiré des grenades lacrymogènes dans l'église de Saint-Augustin d'Amouti-V. L'autorité a préféré plutôt les protéger. Ils ont déclaré que les grenades ont été tirées dans la rue et que c'est le vent qui a emporté le gaz dans l'église, alors qu'on avait ramassé les douilles et les cartouches. J'y étais moi-même. Eh bien voilà, à l'époque, je vous présente ces deux-là. Le ministre Nyamalata qui dit ceux qui ont tiré des gaz dans le domicile de Jean-Pierre Fabre seront sanctionnés. Première partie. Deuxième partie, ceux qui ont tiré les gaz dans la paroisse Saint-Augustin d'Amouti-V, le ministre dit non, on n'a pas tiré dedans, que c'est plutôt le vent qui a emporté les gaz dans la paroisse qu'on avait tiré dans la rue. Vous pensez qu'entre les deux propos du ministre, laquelle encourage l'impunité, laquelle encourage un prochain acte de ce genre? Voilà ce que nous disons. Si ces gens-là rendent compte de leur mission à chaque fois qu'ils sortent et que l'autorité hiérarchique objectivement et consciencieusement sanctionne ceux qui commettent des bavures, ça ne va plus se répéter. Ça ne va plus se répéter. Mais si on se permet de justifier à tout va, tout ce qui s'est passé le 6, 25, 26, regardez ce que raconte le ministre Adjourouvi. Vous croyez qu'ils sont dans la logique de sanctionner un gendarme pour qu'il ne répète plus les mêmes bavures? Non. Il y a des règles. Il y a des règles pour poursuivre des gens ou pour dissiper une manifestation. Ça ne se fait pas au hasard, vous comprenez? Il y a des règles. Et quand vous envoyez des gendarmes sur une manifestation et qui ne respectent pas les règles, si vous les sanctionnez la prochaine fois, ils respectent. Parce que, aussi curieux que ça paraisse, ceux qui sont sous les drapeaux sont des gens très disciplinés. Quand vous dites de ne pas faire, ils ne le feront pas. S'ils le font, vous ne les sanctionnez pas, ils vont le répéter. C'est comme ça que ça se passe. C'est parce que la hiérarchie ne sanctionne pas les bavures qui sont commises pendant les manifestations. C'est pour ça qu'on a encore des cas de mort d'hommes dans une manifestation pacifique. Vous avez vu à Abidjan la dernière fois, des millions de personnes dans la rue. Qui est mort? Vous croyez que c'est impossible au Togo? Mais non, c'est parce que l'autorité qui est chargée d'encadrer ou même de disperser la manifestation, on peut bien disperser une manifestation sans tuer des gens. On est d'accord? S'ils font l'option de faire du mal, frapper, casser, blesser, tuer, et que l'autorité hiérarchique ne sanctionne pas, vous ne vous attendez pas à ce que ça cesse. Parce que c'est fait à dessein. Absolument, c'est fait à dessein. C'est pour inculquer la peur dans la population pour qu'ils ne sortent plus. Si vous sortez, ça va se passer comme ça s'est passé la dernière fois. C'est ce qui se passe. On ne les sanctionne pas, on ne les réprimande pas, simplement parce que c'est un outil pour inculquer la peur dans la population. De toutes les façons, le droit le plus élevé, c'est le droit à la vie. Vous comprenez? Je peux bien être malade, mais je suis vivant, c'est tant mieux. OK? Et nous parlons de quoi? De manifestation, de liberté d'expression et de liberté de réunion. C'est-à-dire les libertés civiles et politiques. Mais les gens peuvent se contenter simplement de vivre, peu importe ce qui se passe autour d'eux. Et c'est ce qu'on constate de plus en plus. Les gens ont tellement peur que, en tout cas, Djoubé Niaye, ce n'est pas mon problème à moi tout seul.
qui ont fait tout un État, si personne ne veut rien faire, bah, ce n'est pas moi qui irai mourir pour. Malheureusement, cette attitude-là nourrit l'impunité et perpétue les violations des droits humains. C'est pour cela que le groupe d'intervention judiciaire est là pour, au moins en aval, quand les gens finissent de connaître leurs conneries, qu'on puisse le soumettre à une juridiction pour dire mais ça, vous êtes passé de l'autre côté, vous avez exagéré, etc., etc. Pour que éventuellement l'État prenne les dispositions. Mais comme l'État refuse de prendre les dispositions, on finit par comprendre que c'est un système de gestion de l'État. Donc, faire peur à la population, les intimider, les obliger à se taire, à ne jamais manifester, à ne rien dire. Comment vous pouvez comprendre qu'on interdise une manifestation pour commémorer des morts? Comment vous pouvez comprendre ça? Alors, vous avez dit dans votre déclaration qu'entre 2021 et 2025, le Togo a été condamné, vous avez dit aussi, avec le 6 reprises par la Cour de justice de la CEDEAO pour des actes de torture, autre traitement de peines cruelles, inhumaines ou dégradants perpétrés par ces agents à l'encontre de 29 personnes victimes au total. Et ce n'est pas la première fois que le Togo a été accusé, vous l'avez aussi dit. Alors, si toutes ces choses-là se passent, quelle chance avez-vous que vos procédures puissent aboutir? On accuse. Non, attendez, il faut faire la distinction entre l'aboutissement d'une procédure et l'exécution de la décision. Ok, expliquez-nous. Voilà. Si j'introduis une requête et je dis par exemple, vous prenez le cas de la dame qui avait été proprement malmenée, molestée à la brigade, au SCRIC la dernière fois. Nous avons demandé que les examens médicaux soient faits. Si avec les résultats, nous nous présentons à la cour de la CEDEAO devant n'importe quelle juridiction qui veut examiner ce procès-là, j'avoue que l'État togolais aura du mal à se justifier. Comme je vous le disais tout à l'heure, il leur appartient de dire que non, la dame est venue comme ça, elle est née comme ça, que ce n'est pas eux qui lui ont fait ça. L'État sera forcément condamné. Moi, ma procédure a abouti. Ma procédure, c'est faire condamner l'État pour des actes posés par l'administration publique ou les forces de défense et de sécurité qui dépendent effectivement de l'autorité de l'État. Si l'État ne fait rien par rapport à ces gens, malheureusement, je ne pourrais pas autre chose. Vous dites que vous avez réussi à faire condamner l'État togolais. Cette année 2025, ce n'est pas encore fini. J'ai déjà 4 condamnations contre l'État togolais. Des procès que j'ai conduits. Personnellement, je vous parle de moi, je ne parle pas de tout le groupe. Je parle de mon cabinet. Cette année 2025, 4 procès en condamnation contre l'État togolais. La dernière condamnation, c'est au mois de juillet, la dernière fois. Dans quel dossier? Emekeya Mathias contre l'État togolais. C'est des cas qui étaient devant la juridiction depuis... Des cas de torture? Oui, de torture et de traitement inhumain et dégradant. Emekeya Mathias, c'est un petit garçon qui dormait sous une moustiquaire, je crois à Gbadahonou, et il s'est déclenché une bagarre. On a appelé la police. Quand la police est arrivée, ils ont noyé toute la zone sous les grenades lacrymogènes. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui dorment à la Belle Étoile. Donc, la mère de Emekeya qui dormait sous une moustiquaire, dès que les policiers sont arrivés, la mère est sortie et tout de suite, on l'a écartée. Quand elle a voulu revenir sur sa moustiquaire, parce que son enfant était toujours dedans, on l'a menacé de lui tirer dessus. Et bah, malheureusement, on a tiré sur la moustiquaire. Donc, une grenade est tombée dans la moustiquaire et comme il y a un enfant qui dormait, ça a pété et ça a emporté son bras. Ah ouais? Bah, bien sûr. Mais il y a des choses horribles qui se passent dans ce pays. C'est parce que personne... Ça, on n'en a pas fait grand écho. Mais le CACIT a fait un monitoring, on a fait les examens, on a fait toutes les analyses, on a fait tous les recoupements qu'on a soumis à la Cour. L'État togolais est venu sur ce procès-là, n'a pas su convaincre la Cour que ça n'a pas été fait. 3 personnes n'ont pas de grenades lacrymogènes dans ce pays. Tu es d'accord avec moi? Dans ce pays où on n'a pas, les gens ne sont pas autorisés à être armés, tu vas trouver une grenade lacrymogène. Si une grenade lacrymogène pète quelque part, c'est forcément parce qu'il y avait des agents de force de défense et de sécurité. Ce n'est pas des jouets qu'on achète dans un magasin. Et maintenant, si l'État est condamné... Malheureusement, il ne paye pas. Je vais vous couper là-dessus. Malheureusement, il ne paye pas. L'État ne paye pas. Moi, depuis 2021, j'ai des décisions de condamnation de l'État. Toutes les relances n'ont pas permis de payer ces condamnations-là. Et aucune action n'a été entreprise contre les personnes, parfois des personnes bien dénommées, aucune action n'a été entreprise par rapport à ces gens-là pour les faire sanctionner
de la bévue ou de la bavure qui a été commise pendant une opération policière qui a dégénéré. Peut-on dire que l'État s'en moque de vos condamnations? J'ai vraiment envie de dire qu'il s'en moque. J'ai vraiment envie de le dire. Maintenant, généralement, de toute façon, on ne vous donne pas de réponse. On n'a pas de budget, il n'y a pas d'argent, on ne vous dit rien. Vous notifiez la décision, le garde des Sceaux écrit pour dire on doit payer, on ne paye pas et on ne vous répond pas. C'est qu'on se moque de nous. C'est clair, on se moque de nous. Alors on va où là? Non, non, vous savez, une décision judiciaire peut être exécutée pendant 30 ans. Du coup, on se dit, on prie Dieu pour que Faure soit toujours en vie 30 ans encore, pour être en espérant que finalement il se décide à le régler. Ou s'il n'est pas là, ou s'il n'est plus au pouvoir, que la prochaine génération de dirigeants vont prendre à cœur les questions des droits de l'homme et finalement ils vont régler les décisions qui ont été définitives et qui attendent d'être réglées. C'est ça le problème, c'est une question d'administration. Il y a une administration qui peut être très sensible à la question des droits de l'homme. Par exemple, quand le président Faure a pris le pouvoir en 2005, de 2005 à 2015, beaucoup de décisions ont été payées. Beaucoup de décisions ont été payées. OK? Mais à partir de 2015, bon, c'est comme si, allez, on a fait notre part, allez souffrir vous aussi de votre côté. On ne paye plus rien, sinon on paye quand ça leur plaît. Ou alors on paye quand tu peux aller voir quelqu'un dans un ministère pour dire « Ok, fais-moi ça, on va s'entendre là-dessus et tout ». Moi, je suis défenseur des droits de l'homme. Je ne peux pas me compromettre à ce niveau-là à aller négocier l'exécution d'une décision avec un agent de la fonction publique. Qu'est-ce que je dis après à mon client? Qu'est-ce que je lui dis? Oui, pour avoir la décision, j'ai dû donner telle à telle personne. Je ne peux pas dire ça. Le client considère que c'est vous qui avez détourné son argent. Du coup, je deviens moi-même un problème dans le problème. Je ne suis plus une solution. Vous voyez? Du coup, moi, je ne suis pas prêt à aller négocier l'exécution d'une décision. Nous utilisons les voies normales, administratives, notification de la décision au garde des Sceaux qui a représenté l'État pendant le procès. Le garde des Sceaux lui-même envoie la décision au ministre des Finances et ordonne le paiement. L'État a été condamné, veuillez payer. S'il ne paye pas, ce que moi je peux faire, c'est faire les relances. Mais comme je vous le dis, on croise le doigt, on estime qu'avant 30 ans, ils vont pouvoir exécuter cette décision-là. Sinon, de toute façon, ça ne va pas nous empêcher de continuer par les avoir. La prochaine étape, c'est de trouver véritablement le moyen de faire sanctionner des gens. Comme je vous le disais, pour la manifestation des 6, 25, 26 et 27, des officiers de gendarmerie, des militaires ont été nommément désignés. On les connaît. Par exemple, pour Amron, celui qui est venu l'enlever, qui l'a fait torturer et qui finalement l'a envoyé à Zébé, est connu. Il est connu. Donc ces gens-là, on peut les poursuivre nommément, que ce soit sur le territoire national ou devant d'autres juridictions. Vous savez, il y a le principe de la compétence universelle que certaines juridictions mettent en œuvre pour sanctionner ces cas de violation des droits humains. On ne doit pas s'amuser avec les droits de l'homme parce qu'en réalité, c'est nous tous en réalité. Aujourd'hui, c'est toi, c'est d'autres la victime, mais demain, tu peux te retrouver dans la même situation. Vous savez que dans ce pays, des gens qui bombaient le torse et qui disaient que je vais faire, il ne va rien se passer, personne ne dira rien. Quand ça leur est arrivé, ils ont recouru à des avocats qu'eux-mêmes étaient prêts à molester, vous voyez-vous. Une dernière question. Moi, Togolais, qui vous écoute parler, avec ce rapport, avec cette image-là que vous venez de peindre, j'ai peur. J'ai peur de ma sécurité, j'ai peur pour la justice. Et c'est le sentiment qui anime également des Togolais qui ont peur de ne pas avoir une justice équitable. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Désolé, je n'ai pas une solution. Nous devons continuer par nous battre. Nous devons continuer par nous battre pour que la justice soit une justice équitable. C'est vrai qu'aujourd'hui, on constate un vrai déséquilibre entre les auteurs d'infractions et les victimes. Parfois, les victimes, c'est comme si on disait « Pourquoi tu t'es placé là-bas? Pourquoi tu ne t'es pas allé ailleurs ?» C'est comme s'il a tort d'aller sur une manifestation. C'est une liberté constitutionnelle, mais il a tort d'aller sur une manifestation. C'est un peu ça, le message retour que l'on perçoit, quoi. Pourquoi il participe à une manifestation? C'est ça. C'est une liberté, monsieur. C'est une liberté. Ce n'est même pas à conditionner par quoi que ce soit. Je vais même plus loin. On ne peut même pas interdire une manifestation parce que c'est une liberté constitutionnelle. Ce qu'on peut faire, c'est l'encadrer. Ce qu'on peut faire d'une manifestation, c'est l'encadrer. Vous ne pouvez pas dire, si vous passez par ici, des gens vont mourir. Donc, passez par... Non. La police est là pour empêcher que la manifestation n'entraîne un désordre.
Mais ici, ce qu'on fait, c'est qu'on interdit carrément que la manifestation ait lieu. Et c'est ça qui entraîne les courses-poursuites, qu'on en arrive à des jets de cailloux, à des grenades lacrymogènes pour disperser les gens, et de fil en aiguille à quelque chose qu'on ne maîtrise plus. On ne peut pas comprendre que pour une manifestation qui est censée être pacifique, on se retrouve avec des morts. Certes, moi aussi j'ai peur pour notre justice, j'ai peur pour notre pays, mais il faut continuer par se battre, parce que personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Nous devons continuer par nous battre, utiliser toujours cette loi-là, parce que c'est exceptionnel hein, pour le Togo. On a signé et ratifié tous les traités qui protègent les droits de l'homme, mais nous sommes les premiers clients de la Cour de la CEDEAO en matière de droits de l'homme. Maître Amazorou Ferdinand, merci. Vous êtes avocat au barreau de Lomé et membre du collectif d'association contre l'impunité au Togo, CACIT. C'est à moi de vous dire merci. J'espère que ces genres de rencontres permettront d'ouvrir les yeux de plus en plus à nos compatriotes pour que la lutte aboutisse enfin, à tout le moins, au respect des droits humains dans le cadre de ces manifestations. Je ne pense pas que le seul fait de dire que la manifestation est interdite justifie des morts, des blessés, parce que finalement, c'est notre propre population. Si on se permet de tuer les plus actifs, ce n'est pas les inactifs qui vont construire le pays. C'est le souhait que j'ai, qu'on arrive quand même par tous ces procès, ces recommandations, ces déclarations, à faire ramener l'autorité à de meilleurs sentiments en matière de liberté pour que les Togolais puissent se sentir un peu plus libres et travailler pour construire le pays. Merci. Je vous remercie.